Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode d'Histoire d'argent, un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit du 100e épisode du podcast. À cette occasion et pour ce cap symbolique, je me suis dit que j'allais à nouveau inverser les rôles et vous proposer la suite de l'épisode que j'avais tourné au printemps 2022, quelques mois après le lancement, où je passais sur le grill de mon propre projet. J'ai demandé à Ludivine Aubourg, avec qui on a déjà fait un épisode l'été dernier, de m'interviewer pour l'occasion, histoire de revenir sur toutes les leçons que j'ai tirées de ces 100 épisodes et du chemin parcouru pour moi depuis fin 2021. J'espère que cette discussion vous en apprendra plus sur la façon dont j'ai moi-même grandi en interviewant toutes ces personnes. Un immense merci pour votre soutien, merci aussi pour le bouche à oreille, un génial merci pour vos messages qui me montrent à quel point le podcast vous aide, ça me fait vraiment très plaisir et j'en profite pour vous le redire, mais alors voilà, l'un des trucs que j'ai appris en travaillant ma relation à l'argent, j'ai appris à demander, donc si mon travail vous aide ou vous a aidé d'une manière ou d'une autre, la meilleure façon de m'aider en retour, c'est de m'envoyer de l'argent. D'ailleurs, vous avez un lien dans les notes de cet épisode, c'est plutôt bien fait. Un immense merci pour tout, j'adore ce projet, j'adore que vous l'adoriez et je vous souhaite une belle écoute en compagnie de Ludivine et de ma pomme. Salut Ludivine! Salut Fab. Comment ça va? Ça va super bien et toi? On se retrouve, oui, moi ça va d'autant mieux que c'est l'épisode 100 d'Histoire d'argent. Incroyable ou pas? Non mais c'est ouf. Et puis je suis très 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 honorée d'être sur l'épisode 100 d'Histoire d'argent. Alors si vous n'avez pas entendu notre épisode ensemble, allez retrouver l'épisode, vous cherchez Ludivine dans le flux de podcast, vous retrouverez Ludivine avec un titre plus ou moins accrocheur si je puis me permettre, un truc du genre si j'ai besoin de 500 000 euros, je vais aller chercher 500 000 euros, tu vas faire quoi? Voilà, en gros. Qu'est-ce que tu vas faire? C'était un peu l'idée, quoi. Exactement. Et en fait, je t'ai proposé de m'interviewer pour cet épisode 100 en particulier, où je souhaitais faire un peu un bilan de ce que j'ai pu apprendre moi pendant ces 2 années et demie à la tête d'Histoire d'argent et de tout mon chemin. Et en fait, t'es d'autant plus apte que, bon alors non seulement, excusez-moi, mais madame est présentatrice à la télévision, mais également... Mais tu es également spécialiste de la relation à l'argent. On a fait, toi et moi, la même formation avec Mister Junot. Tout à fait. C'est là que je m'arrête de parler et que, en tout cas, je te laisse le lead, finalement, de cette discussion. Et tu connais déjà ma première question, Fab Flo. Quelle est ton intention pour ce 100e épisode d'Histoire d'argent? Alors là, c'est pareil, il faut écouter notre épisode ensemble. Parce mais c'est que, bien, ça va les forcer à aller l'écouter. Voilà, Ludivine m'avait demandé quelle était mon intention. J'ai dit faire le meilleur interview possible. Non, mais par contre, regarde, voilà par quoi on pourrait commencer. Quelle était ton intention quand tu as lancé Histoire d'argent, le podcast? Et du coup, quelle est ton intention aujourd'hui? Okay, donc... Parce que j'imagine que, de ce que j'ai entendu, je suis allée écouter un petit peu plusieurs épisodes là pour me rafraîchir la mémoire. Il y a quand même des choses qui ont un peu évolué. Un peu. Ok. Ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs, c'est que ça a pas mal évolué. Je crois que mon intention à la base, en vrai, ça reste un peu la même. C'est-à-dire que il y a vraiment, quand j'ai découvert à quel point l'argent était un tabou dont je méconnaissais vraiment l'ampleur, je me suis dit, OK, il faut en faire un podcast, il faut faire parler les gens d'argent. Quand je me suis rendu compte à quel point, donc ça c'était en gros 2020-2021, quoi. C'était pendant mon fameux coaching après Mademoiselle, je m'étais dit, mais il y a vraiment un truc à faire et il faut faire sauter ce tabou-là, quoi. Moi, c'est vraiment, je me rends compte, plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte que c'est vraiment un truc qui m'anime beaucoup. On l'a fait par exemple avec Mademoiselle sur plein d'aspects du rapport au corps, du rapport au sexe, etc. Je crois que ce qui m'animait aussi à l'époque dans Histoire de Daron, le premier podcast que j'avais lancé, c'était justement de faire sauter les tabous qu'il pouvait y avoir autour de la paternité. Il y avait très peu de pères qui parlaient. Donc c'est vraiment l'idée de, OK, commençons par mettre des mots ensemble sur le sujet et on verra bien ce que ça va créer comme peut-être nouvelle perception, quoi. Et je crois que c'était vraiment ça mon intention, c'était faisons parler des gens de leur rapport à l'argent, de leur relation à l'argent, un peu différemment que ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire investissez dans tel et tel truc ou alors achetez des Lego pour les revendre après. Enfin bref, il y a des tas de doses. Autre chose que l'éducation financière pure, en fait, exactement. La psychologie de l'argent. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait que je soulevais un dos dont j'avais pas du tout l'ampleur.
C'est marrant, c'est l'impression que j'ai eue en écoutant, effectivement. Je me suis dit, c'est dingue. Et dire que je connais le Fab Flo d'aujourd'hui, je sais tout ce qu'il sait, et que j'écoute le Fab Flo d'il y a 2 ans. Et d'ailleurs, de façon très humble, t'abordes le sujet. Mais effectivement, du coup, j'en retiens que tu t'es dit, on va mettre les mains dedans et on verra bien. Il n'y avait pas forcément de but, de résultat. Il y avait juste celui de enlever le tabou, lever les interdictions et voir ce qui en ressort. C'est ça un peu, j'ai l'impression. Exactement. Voir ce qui en ressort. Ok. Exactement. Et je t'avoue que j'ai été surpris à chaque épisode de ce qui pouvait en ressortir. Alors maintenant, plus ça va, au bout de 100 épisodes, je commence à être moins surpris, si tu veux, mais je me dis qu'il y aura toujours des nouveaux trucs, quoi. Parce que il commence à y avoir des... Je crois que je commence à pouvoir mettre des patterns sur la façon dont les gens réagissent dans leur rapport à l'argent, etc. Oui. Mais ouais, j'ai vraiment été j'ai moi-même appris au fil de l'eau ce que je venais en fait chercher. C'est-à-dire, mais de la même façon que je l'ai fait avec la paternité ou avec la masculinité, avec mon podcast d'Histoire de mec. Je crois que c'était surtout aussi des façons de me former et d'apprendre en fait de ce qui se passe. C'est quoi les autres perceptions des autres gens dans le monde qui vont pouvoir aussi me permettre de nourrir moi ma propre réflexion, quoi. Ok. Du coup, je vais vraiment poser la première question et je pense que elle est importante, même si tu y as déjà répondu une fois, plusieurs fois, ou que tu l'as posée à tout le monde. Mais Fab, c'est quoi ton premier souvenir avec l'argent ? Écoute, elle est dure cette question, hein, parce que en fait, elle en dit très très long sur le rapport à l'argent. Souvent, très souvent. C'est-à-dire que les gens associent très souvent leur relation actuelle à un souvenir ou à un truc qui a pu se passer dans leur enfance. Mais on n'en est pas responsable. Jamais. En fait, c'est ça qui... Je pense que le problème du tabou, c'est qu'on peut se sentir responsable ou ressentir une certaine honte, par exemple, comme on pourrait ressentir de la honte par rapport à la réponse à cette question. Mais je pense que c'est hyper important de se dire, ok, on va juste aller éclairer une pièce sombre de ton appart dans laquelle tu voulais pas aller. Et en fait, si c'est le bordel là-dedans, c'est pas de ta faute, c'est les anciens locataires qui avaient mis ça. Donc, quand je te pose la question, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses quand je coach sur l'argent. Quand je te pose la question, quel est ton premier souvenir avec l'argent, je sais qu'il y a une espèce de appréhension ou alors d'incompréhension. Mais la vérité, c'est c'est juste un indicateur. C'est pas une valeur, c'est pas un jugement en soi, ou en tout cas, ça va pas se terminer par un jugement. Alors que toi et moi, entre nous, quand on est entre nous, on peut en rigoler quand on débunk des trucs comme ça. On est là, mais la vérité, c'est qu'on le fait parce qu'on sait que ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Donc, quand je pose cette question et quand tu poses cette question, je voulais juste le préciser parce que je sais que tu le fais souvent. Derrière, il n'y a pas de jugement. Parce que c'est vrai qu'on sait, toi et moi, ce que cette question, elle peut générer. La preuve, quand tu me l'as posée, toi, j'avais une réponse différente de la fois précédente où on me l'a posée. Et où c'était probablement Christian ou quelqu'un de notre truc. Parce que finalement, à chaque fois qu'on me la pose, j'arrive à avoir un souvenir encore plus lointain. Ouais. Ou peut-être un souvenir qui débunk autre chose que j'ai pas encore géré, guéri, healed. Qu'est-ce que j'avais parlé de quoi la fois passée ? Tu te souviens ? Parce que j'en ai 2 en fait là en tête. Il n'y avait pas la question quel est ton premier souvenir, mais t'as donné un souvenir dont je te reparlerai après parce qu'en plus j'ai des questions par rapport à ça sur l'évolution de ça. Ou 2, j'en ai 2 en tout cas. J'en ai 2 en tête, ouais. Donc, mais vraiment, c'est pas les premiers, c'est des souvenirs d'enfance. Quel est toi, si tu cherches le plus loin possible, ton tout premier souvenir avec l'argent ? J'ai du mal à savoir à peu près lequel est le plus vieux, mais il y en a 2 qui me viennent en tête. Le premier, c'est que mon père était allé faire un déplacement à Troyes, dans l'Aube, et était revenu avec 600 francs de frais de déplacement. Et donc, il nous avait donné à tous les 3, parce qu'on était 3 enfants, 200 francs. Ces 200 francs-là, je les ai gardés, mais des années. Des années. Je ne les ai jamais dépensés. Parce que c'était ma richesse, quoi. Mais en fait, aujourd'hui, je comprends pourquoi c'était ma richesse. Parce que
je crois que en même temps, parallèlement, il y avait ma grand-mère paternelle, donc la mère de mon père. À chaque fois qu'on allait la voir, elle nous donnait des sacs, des petits sacs de pièces de 20 centimes, de pièces jaunes, quoi. Et on avait l'impression d'être super riche. Et après, on comptait les pièces et on sortait avec 3 balles. Et je vous parle pas de 3 euros, je vous parle de 3 francs, les gars. Je suis vieux. Et en fait, je crois que, tu vois, je fais le parallèle là. Je crois que je l'avais jamais fait le parallèle. Mais j'ai fait le parallèle avec ça parce que, en gros, l'argent que j'avais, qui était un peu l'argent de poche que ma grand-mère pouvait me donner, c'était 3 francs. Et en fait, mon père m'avait donné 200 francs. C'est-à-dire que vraiment beaucoup, beaucoup plus. Il allait falloir y avoir beaucoup, beaucoup de pièces jaunes, tu vois, pour pouvoir faire 200 francs. Et en fait, le fait qu'il y avait un billet, c'était d'une simplicité et d'une facilité, tu vois, d'avoir autant d'argent dans un truc si finalement plat, qui prenait pas de place. J'avais un portefeuille et j'avais gardé ces 200 balles dans la poche du portefeuille, enfin, tu vois, pendant des années. Vraiment pendant des années, parce que je savais pas trop quoi en faire, en fait, en vrai. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à mettre aux jeux vidéo et j'ai acheté, je crois, pour la première fois, ma Super Nintendo. Donc là où je vous parle d'il y a longtemps, c'était 1290 francs, je me souviens très bien. Et j'avais dépensé ces 200 francs-là pour m'acheter une Super Nintendo et c'était incroyable. C'était le meilleur investissement de tous les temps. Et alors, quel âge t'avais à ce moment-là, le jour où il vous a donné chacun 200 francs? C'est dur à dire, mais je crois 5-6 ans, quoi, tu vois. Et je crois que la Super Nintendo, j'ai dû l'acheter quand j'avais 12-13 ans. Et c'était en dehors de Noël anniversaire. C'était parce que vraiment, tu vois, il y avait un truc de ok, j'ai de l'argent en plus, j'ai des frais de déplacement, machin, qui a un peu une rentrée d'argent en plus. Bah, mais si vous avez pas, je vous mettrai le lien si vous n'avez pas encore écouté mon premier épisode. Mais en gros, dans le premier épisode, je raconte un petit peu que je viens d'un milieu, on va dire modeste, très modeste, quoi. Et mon père, on était 5 à vivre sur le salaire de mon père. Je crois qu'à l'époque, il devait gagner 10 000 francs. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et ces 600 balles-là, j'imagine que pour lui, il y avait un peu un côté, bon, bah, c'est une rentrée d'argent en plus, je vais faire plaisir, je vais le filer aux enfants. C'est marrant parce que, tu vois, pendant ces années-là, là, j'en ai pas reparlé à mon frère et à ma sœur, voir s'ils ont été aussi marqués que moi par ce billet de 200 balles. Mais je vais le noter. Ah, ça vaudrait le coup, ouais. J'ai ce week-end, je vais leur en parler. Du coup, est-ce que tu dirais que tu avais d'ores et déjà une projection positive sur l'argent, avec un rapport écureuil? Bah écoute, ouais, je crois que, en tout cas, à cette période-là, c'était simple. Tu vois, c'était facile. C'est venu plus tard, le bordel. C'est venu à l'adolescence. Attends, c'est quoi le bordel? Bah, en fait, il y a eu une histoire familiale où, et je sais pas si ma mère veut que je le raconte ou pas, mais peu importe, ça fait partie aussi de mon histoire. Ma mère n'a pas géré en fait l'argent. Je sais pas ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toujours un sujet tellement complexe au sein de ma famille et notamment, j'ai tenté moi d'aller leur en parler, mais c'est dégoupiller une grenade vraiment que je sens que quand j'en parle, c'est vraiment, et puis bon, ça, si tu veux, ça m'intéresse pas non plus d'en savoir plus, quoi. Tu vois, j'ai juste besoin de. Bah, en vrai, ouais. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris ce que ça fait chez moi, etc. En vrai, c'est leur histoire, tu vois. Ils savent aujourd'hui que je fais un podcast sur l'argent. Ils savent que je me suis formé sur la relation à l'argent. En fait, si un jour ils veulent venir m'en parler, en vrai, je suis assez ouvert sur le fait que, bah, venez si vous voulez, quoi. Moi, je n'ai aucun problème. En attendant, ils le font pas. Donc, maybe il y a un truc chez eux à gérer, quoi, tu vois. Mais moi, en tant qu'enfant, je me vois pas aujourd'hui de venir dire, bon, je vais vous régler votre problème, vous inquiétez pas, tant qu'ils me l'ont pas demandé, quoi. Non, mais pas régler le problème, au moins avoir des réponses, toi, à tes questions. Bah, en fait, je les ai, mes réponses. C'est-à-dire que, mais c'est juste que j'ai pas creusé beaucoup plus. Qu'est-ce que ma mère a fait de cet argent? Je crois juste qu'en fait, elle l'a mal géré et qu'en fait, elle en a pas parlé à mon père et qu'elle a ouvert des tas de cofidis, des tas de crédits à la consommation, etc. Sans doute pour gérer la vie quotidienne. Mais c'est un dos qui est vraiment
je crois encore aujourd'hui pas vraiment tout à fait réglés entre eux, quoi, tu vois. Et c'est leur histoire et ça leur appartient, tu vois. Donc voilà. Peut-être que les crédits sont même pas encore tous remboursés. Hein. Si, parce que justement, mon père a fini par la prendre et en fait, il y a eu une période suite à ça de vache maigre parce qu'il a fallu rembourser les crédits, etc. Donc ça a été long et je me souviens très bien qu'il y a eu une histoire où mes parents nous ont rassemblés, petite réunion de famille. Ok les gars, il va y avoir moins d'argent aujourd'hui et il va y en avoir un peu moins dans les années à venir. Il va falloir se serrer la ceinture, etc., etc. Donc la peur de manquer, même si en vrai elle était, je crois, déjà là depuis un petit bail, parce que l'air de rien, je viens d'une famille où globalement il y a cette peur de manquer depuis des années et des années. Hein. Je viens d'un milieu précaire. Mon grand-père, il était ouvrier dans le textile. Moi, j'ai vraiment la sensation et j'ai compris qu'en fait, notamment à travers tout ce travail avec l'argent, que vraiment j'avais Germinal qui coulait dans mes veines, quoi. Tu vois, c'est la Hesse. Il faut travailler, faut en chier pour gagner son argent. Et en fait, si l'argent est trop simple à venir et si t'en chies pas, finalement, il faut pas que t'aies d'argent, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que no pain, no gain, quoi. C'est vraiment hardcore. Et mon frère est comme ça, et ma sœur est comme ça, et mon père est comme ça. Et il y a vraiment ce truc qui est. Mais toi, t'es comme ça ? Aujourd'hui, de moins en moins. Mais naguère, de ouf. Quid de naguère ? Naguère. Naguère de ouf, ok. Naguère énormément. Naguère jusqu'à quand ? En gros, jusqu'à la fin de Mademoiselle. C'est-à-dire qu'en 2020, donc mi-2020, je vends cette boîte que je faisais depuis que je gérais, que j'avais fondée, que je gérais depuis 15 ans. Et en fait, je fais ce coaching avec cette nana qui me demande c'était quoi le rapport de tes parents à l'argent. Et c'est vraiment le premier coaching, c'est les premières 10 minutes. Je me souviens bien, c'était pendant le Covid. Elle avait le Covid en plus, donc on était à distance. Je me mets à pleurer. Ça, c'est sorti tout seul. J'étais là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tant d'émotions ? D'où ça sort ? Et en fait, je raccroche après et je me remets à pleurer pendant 1 heure. Et en fait, elle m'avait dit, va falloir bosser. Il y a un truc sans doute qui fait que ça crée tant d'émotions. Et c'est là que je suis allé voir mes parents pendant cette période-là pour leur en parler. Mais c'est vrai que c'est un dos, quoi, tu vois. Et je crois que j'ai compris au fil de l'eau toute cette à quel point j'avais ce truc ancré en moi de, en fait, si tu t'amuses, parce qu'en fait c'était ça ma boîte, je m'amusais beaucoup et je prenais beaucoup de fun, ça n'est pas normal de gagner de l'argent. Ça, raison pour laquelle tu ne t'es pas payé pendant 7 ans. Voilà, exactement. Ça, okay. Plus mon daron, si tu as écouté l'épisode, je crois que je le raconte, mon daron qui me disait, lui il était comptable et il avait accès au salaire des patrons et tout, et qui m'avait dit, mais qui m'a dit, je crois, toute ma life, jusqu'à ce que je le devienne moi-même, les patrons, c'est tous des salauds. Ils s'en foutent plein les poches et ils branlent rien. Et alors, justement, j'ai une question par rapport à ça, parce que je me souviens, je l'ai noté même. J'ai une question par rapport à ça. Donc, toi, t'as entendu toute ton enfance, les patrons, c'est des salauds, ils s'en foutent plein les poches et ils branlent rien. Qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui ? Que c'est... En fait, déjà, moi, que j'avais cette loyauté incroyable envers mon père qui m'a fait dire, qui m'a fait faire exactement tout l'inverse de ce qu'il me disait, c'est-à-dire, j'ai bossé comme un taré et en plus, je me suis pas payé. Ça, c'est l'impact. Ok, c'est l'impact de cette loyauté à sa croyance. À sa croyance à lui. Ça t'a fait monter une boîte, devenir un patron, mais pas le patron salaud qui abuse des gens et qui récupère de la thune. Donc, t'es devenu un patron sympa, qui se paye pas. Et qui, en gros, c'est cette croyance de gagner de l'argent, souffrir, s'amuser, être pauvre. Exactement. L'un ou l'autre. Ouais, tu choisis. Tu peux pas avoir les deux en même temps. C'est pas possible. Alors que gagner de l'argent, s'amuser, non. Et pourquoi pas ? Ouais. En tout cas, dans mes valeurs et dans les valeurs qu'on m'a inculquées, tu vois, familiales, et je crois vraiment que ça vient de loin. Quand je te dis, c'est une vanne quand je dis que j'ai Germinal dans le sang, mais mon arrière-grand-père, il était mineur, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment profondément ancré. On m'a inculqué ça, mes parents m'ont inculqué ça. Sur les générations, à mon avis, c'est des casseroles qu'on se traîne depuis des années et des années. Mais
Ouais, quand tu dis c'est quoi ta question, c'était c'est quoi ton regard aujourd'hui sur ça, c'est ça? Non, sur cette croyance. Est-ce que tu penses que les patrons sont des salauds? Bien sûr que non. Qui profitent et qui gagnent trop d'argent. Mais bien sûr que non. Et en fait, Et est-ce que tu penses qu'un patron qui gagne beaucoup d'argent, c'est un connard qui profite? Mais bien sûr que non. Ok. Et en revanche, je reçois plein de gens dans le podcast qui pensent ça. Donc c'est très intéressant. Mais est-ce que eux-mêmes sont patrons? Non, bien sûr. Ah oui. Et Voilà. alors si, j'en ai eu. En vrai, j'en ai eu. Bien sûr que j'en ai eu. T'as reçu dans le podcast des patrons qui trouvent que les patrons sont des salauds qui se gavent sur le dos des autres. Pas aussi clairement que ça. C'était pas aussi clair que ça, mais des patrons qui ont du mal à se payer parce que eux-mêmes ont un rapport à l'argent qui est fuyant et qui n'est pas dans l'acceptation totale. Bien sûr, ouais, j'en ai eu. Ok. Et c'est pas le truc le plus simple à gérer, quoi, quand t'es patron. Alors du coup, j'ai une autre question parce que tu as dit dans ce podcast où tu étais interviewé par Alexandre Dana, c'est ça? Exact. Tu as dit j'avais cette croyance, elle m'intéresse vraiment parce que je l'ai retrouvée chez plusieurs coachés, chez plusieurs de mes coachés récemment. Ouais. Tu as dit j'avais cette croyance qu'à 30 piges, il fallait avoir beaucoup d'employés et être beaucoup entouré pour avoir du succès. En fait, en gros, je vais le redire mieux. En gros, que pour avoir le succès dont tu rêvais à 30 piges, il fallait avoir une boîte avec beaucoup d'employés, peu importe si tu arrivais à te payer ou pas. Ok. Et celle-là, d'où est-ce qu'elle pense que tu viens? On a tous compris. Je refais. Et celle-là, d'où est-ce que tu penses qu'elle vient? Dyslexie, bonjour. Celle-là, je crois pour moi, c'est très marrant parce que j'ai revu... j'ai vu la série de Tapi sur Netflix. Je sais pas si tu as vu la série Tapi. Oui. En fait, moi, j'ai grandi. Je suis vraiment un enfant. Je suis né en 1977. Donc, je suis vraiment un enfant des années 80, 90. Et en fait, c'est le genre de truc qu'on t'inculquait. C'est-à-dire que pour moi, Tapi, c'était la réussite. Et en fait. Et ton père, il aimait bien Tapi? Bah. Alors, c'est très marrant parce que je crois qu'il y avait un vrai truc dissonant chez lui où, mais c'est marrant parce que ça aussi, je pourrais lui en reparler, tiens. Il y avait. Appelle tes parents directement, on va faire ce podcast. On va faire le podcast avec eux. Ça ira plus vite. Ouais, Tapi venait d'une famille de proles aussi. Tapi venait d'une famille très modeste. Donc, je crois qu'il y avait aussi ce truc de respect, de reconnaître les siens, si tu veux. Et après, non, une fois qu'on a appris qu'il avait trempé dans plein d'affaires, etc., mon père, il a tout de suite renié, quoi. Parce que, en fait, ça venait clairement appuyer sa croyance qui était, ok, en fait, il est comme tous les autres, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, j'imagine. Ah ouais. Ouais. Comme tous les riches, il arnaque. Ah, les riches sont des voleurs, cette fameuse croyance chez les repousseurs la plupart du temps. Ouais, donc les repousseurs, les gens qui ont du mal à accueillir l'argent, qui ont plutôt tendance à vouloir le mettre le plus loin possible. Mais ouais, j'étais repousseur, moi, clairement. Ah, t'étais repousseur? Bah oui, enfin moi je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, il y avait vraiment le moins d'argent j'avais, le mieux je me portais. Oui, mais on sait que donc par rapport à cette théorie qui a été créée par Christian Junot et Peter Koenig, celle de écureuil, repousseur, montagne russe. Un repousseur, c'est quelqu'un qui est toujours dans le rouge. Oui. C'est qui dépense plus que ce qu'il gagne. Est-ce que c'était ton cas? En fait, compte tenu de cette histoire de billets de 200 euros, compte tenu de ces 200 francs que tu n'as jamais dépensés, j'ai tendance à croire que tu es un écureuil, même si tu l'as fait en étant toujours sur la limite. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que globalement, le moins d'argent j'avais, le mieux je me portais. C'est-à-dire que, mais c'était aussi lié au fait que je prenais du plaisir, que j'avais monté cette boîte pour kiffer, quoi. Mais est-ce que tu étais dans le rouge? Non, jamais. Donc t'étais un écureuil. Oui, j'ai jamais été dans le rouge, clairement. Donc tu t'identifies comme un repousseur. Bah, franchement, pour pas. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai fait la formation avec Christian, parce que je me suis formé aussi, j'ai mis longtemps à comprendre que effectivement la limite était assez fine, mais que dans ma tête, en tout cas, le plus loin possible de moi était l'argent, le mieux c'était. En tout cas, dans ma sphère professionnelle, clairement. Ok, intéressant. Intéressant de pas trop savoir où se situe du coup là. Bah ouais.
Mais pour moi, il y a un... Alors, c'est mon avis, mais je pense que t'es un écureuil né avec des loyautés de repousseur. Mais que ça n'a jamais enlevé ton côté écureuil, en fait. Sans doute. Parce que cette histoire de ce billet de 200 francs que t'as un peu... T'as mis une projection vachement positive dessus, tu vois, c'était ton trésor, tu l'as gardé, tu l'as dépensé pour un truc ultra important pour toi 6 ans plus tard. C'est ultra écureuil, ça, comme façon de faire. Clair. Sans compter que, si je me souviens bien, t'as aussi dit qu'une fois que t'as eu vendu Mademoiselle, tu t'es acheté une téloche. Ouais. Énorme, hein. C'est pas tellement une attitude de repousseur, ça. Non. Tu sais, donc j'ai loué cet appart. Je me suis retrouvé dans cette posture où je venais de vendre ma boîte. Donc j'avais plein d'argent sur mon compte en banque. J'avais pas encore payé mes impôts et tout. J'avais une thune folle. J'avais pas encore placé. Et en gros, ma propriétaire, qui est une avocate, c'est la première fois qu'elle louait cet appart, qui en plus est chargé de sens parce que c'est l'appartement de sa grand-mère, etc., etc. M'avait dit ok, vous allez pas qu'est-ce qui me fait dire que vous allez pas aller tout cramer à Las Vegas et que vous allez vous rendre insolvable et qu'après je vais vous avoir sur le dos pendant des mois et des mois sans que vous payiez mon loyer. Et je lui avais filé le numéro de mon ex-femme pour qu'elle lui monte pas de blanche, en fait, pour qu'elle lui dise non mais le mec est pas un fou, quoi, tu vois. Et moi je lui disais mais non, mais en fait je fais pas ça, moi je vais pas cramer l'argent, foutez-moi la paix. Je vais vous payer votre putain de loyer. C'était marrant. Bref. Bon, aujourd'hui, est-ce que tu t'identifies comme un écureuil ? Bah, en fait, aujourd'hui, clairement, je suis un écureuil puisque j'ai de l'argent de côté et que j'ai globalement l'argent de Mademoiselle, j'y ai très peu touché, tu vois, je l'ai mis de côté et il fructifie ou pas, tu vois, parce que globalement, faut savoir que je l'ai placé, je suis un génie, hein. Je l'ai placé en décembre 2021. Une fois que j'avais payé les impôts, etc., etc. Et en fait, en février 2022, il y a eu la guerre en Ukraine et donc tous les marchés se sont cassés la gueule. Et j'ai vu mon argent perdre en valeur d'un coup d'un seul et j'ai fait, ouais, c'est un bon exercice. Ok, on va faire ça. Ah, il y a quand même un petit côté, on va peut-être pas le garder. Ça fait un peu montagne russe, ça, comme histoire. Bah, en vrai, non, je suis plutôt... Non, en vrai, franchement, c'était assez tranquille. C'est-à-dire que ça n'a pas généré plus de flip que ça, de voir cet argent qui... Bon, ok, en fait, c'était juste chiant de voir les cours dégringoler vraiment 3 mois après que j'ai placé cet argent. Mais peu importe, tu vois, je me dis juste, bon, bah, en fait, ce qui compte, c'est le jour où je vendrai. On verra à peu près où il en est. Et même si je perds de l'argent, en fait, je m'en fous, quoi. Tu vois, je suis vraiment dans un truc où je me dis, on verra bien. Cet argent-là, il est placé maintenant. J'ai l'impression de l'avoir placé entre de bonnes mains. Et je m'en occupe très peu, le moins possible. Et moi, c'est exactement ce que je veux, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir quelqu'un qui s'en occupe et qui le gère à ma place, quoi. Donc de temps en temps, je reçois des courriers. Nous avons arbitré tel ou tel truc. Nous avons pris de l'argent, le placé là et tout. Je suis là, comme vous voulez, les gars. Vraiment, c'est vous qui décidez. Moi, ça me va. C'est vous qui choisissez. En dehors de la formation que t'as faite avec Christian Junod sur la relation à l'argent, qu'est-ce que ça t'a apporté d'interviewer autant de gens sur ce sujet ? Ah, c'est fou. C'est une super question. Autant d'histoires et de vécu et d'exemples et de passé, de loyauté en tout genre, qui m'ont aussi énormément nourri dans la formation que j'ai fait avec Christian, parce que je sentais que je venais avec plein de billes par rapport à tous mes camarades. J'avais plein d'histoires et plein d'exemples. Quand il parlait d'un truc, je savais de quoi il parlait. J'avais pas que ma propre histoire sur laquelle me référer. J'avais plein d'histoires en tête de gens que j'avais pu interviewer, etc., etc. Et surtout, ça m'a ouvert, mais je crois comme les gens qui écoutent, c'est-à-dire que moi, ça m'a vraiment ouvert il y a autant de relations différentes à l'argent qu'il y a de gens, parce que on a tous
un passé, une façon de voir les choses, une histoire, des traumas, des loyautés qui nous ont été refilées, qui viennent parfois de super loin et qui ne t'appartiennent pas en plus en général, qui n'appartiennent pas aux gens qui sont sur mon canapé et qui viennent parler. Et moi, ça m'a fait prendre conscience de tellement de choses par rapport à des certitudes ou à des croyances que j'avais par rapport à l'argent. Je pense notamment à... Je crois que j'avais vraiment la croyance très forte que, ok, une fois que tu es multimillionnaire, ta vie, en fait, elle est cool et il n'y a plus de problème, quoi. Et j'ai interviewé Sébastien, qui a vendu sa boîte. Alors lui, il dit une somme à 8 chiffres, donc plusieurs millions d'euros, quoi. Donc lui, il est très, très riche. Et en fait, il était encore en train de se faire chier quand je l'ai interviewé, à vouloir facturer tout ce qu'il dépensait. Donc il bossait comme un taré. Et ça m'a fasciné de le voir, parce que vraiment, pour le coup, il était épuisé, alors que moi, j'avais beaucoup moins d'argent que lui, et j'avais vraiment baissé le rythme de travail vraiment très fort après Mademoiselle. Et je lui disais, mais pourquoi tu travailles autant, en fait qu'est-ce qui se passe? Mais il avait peur de taper dans ce qu'il appelait ce bloc. C'était son butin, il appelait ça un bloc. Et il disait, c'est dur de casser un bloc. Je dis, mais c'est pas un bloc, c'est de l'argent, en fait. Et lui, il voyait ça comme le capital, mon capital, et en fait, il faut surtout pas que j'y touche, quoi. Donc, il voulait pas toucher à son capital. Ce qui est trop intéressant, c'est que 2 ans plus tard, on a fait une nouvelle interview, et le gars s'est détendu de ouf. C'était très intéressant. Et là, il veut devenir champion de Street Fighter, tu vois. Donc, vraiment, il s'est calmé. C'était trop bien. Et c'est chouette parce que je l'ai vraiment senti détendu sur le sujet, quoi. Mais ouais, je crois, tu vois, par exemple, sur ce truc-là, et je sais que cet épisode a marqué beaucoup de gens parce que ils l'ont vu stressé et flippé et dans la peur, en fait. Et je crois que plein de gens avaient à peu près la même projection que moi, c'est-à-dire, ok, une fois que t'es millionnaire, en fait, ta vie elle est cool et t'as plus de problème. Bah non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et à contrario, tu vois, j'ai aussi reçu des gens, et notamment, je pense à Certes Mathurin, qui est un humoriste, qui a d'ailleurs un spectacle en fait sur l'argent, où il raconte l'histoire de sa famille qui vient d'Haïti, qui ont vécu vraiment dans un milieu, qui ont grandi dans un milieu hyper pauvre. Et en fait, son père lui disait toujours, on est riche, on n'est pas riche d'argent, mais on est riche de plein d'autres choses. C'est beau, ça. Et le mec a un rapport à l'argent et à l'abondance et à l'ouverture et aux cadeaux de la vie qui est énorme. Donc c'était trop intéressant aussi de l'avoir lui en contraste, quoi, tu vois. Après, oui, j'ai reçu beaucoup de gens qui oui. De gens et d'argent. J'ai reçu aussi de l'argent, mais j'ai reçu beaucoup de gens qui étaient dans un rapport, qui ont un rapport complexe, quoi, tu vois, qui ont un rapport crispé à l'argent. Il y a pas beaucoup de gens qui ont un rapport hyper détendu à l'argent, quoi, d'une manière générale. Et justement, selon toi, pour en avoir vu beaucoup, quelle est la différence de vie? Qu'est-ce que ça change dans leur vie? Qu'est-ce que tu vois comme différence entre les gens qui sont stressés par rapport à l'argent et ceux qui le sont beaucoup moins? Qu'est-ce que tu vois comme impact sur leur vie? Sur leur vie, sur leur corps, en fait, les gens qui sont détendus par rapport à l'argent, ils ont un visage détendu. C'est-à-dire que vraiment, ça se voit sur leur façon d'être au monde. C'est très étonnant, hein, mais les personnes... Alors, je sais que c'est un podcast audio, donc les gens ne voient pas les gens que j'interviewe, mais généralement, les gens qui sont dans le contrôle et dans la peur et qui ont peur de manquer, etc., tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas ouvert chez eux, même physiquement, tu vois, tu sens qu'en termes d'ouverture, de diaphragme, de poitrine, de torse, il y a un truc qui est un peu rabougri, quoi, tu vois, qui est et que j'ai moi parfois envie de leur dire, non mais viens, je vais te masser un petit peu les omoplates, là, ça va te faire du bien, là. Ah, nouveau format podcast massage, les gars. Si vous êtes invités dans Histoire d'argent, Fab vous fait un petit massage. Je pense tu vois, j'ai quelques invités en tête qui sont dans le contrôle de leur argent, etc. et qui prennent le moins de place possible sur le canapé, qui font en sorte vraiment de ne pas s'étendre, etc. Et c'est super dur pour eux. Et alors que les gens qui sont plutôt détendus et qui ont un peu travaillé sur le sujet et tout, tu sens qu'il y a une ouverture, c'est incroyable, vraiment, mais c'est dur à expliquer. C'est vraiment dans leur façon d'être au monde.
mais je sens que moi aussi, j'ai beaucoup bougé plutôt que de parler des autres. Je sens que moi aussi, ça m'a enlevé plein de peurs, plein de... En plus, c'est vicieux, parce que c'est pas des peurs comme tu pourrais avoir peur, je sais pas, d'une araignée, c'est pas une phobie, quoi. Alors peut-être qu'il y a des gens pour qui manquer d'argent, c'est une phobie. Pour moi, c'était pas ça. C'était une petite boule au ventre, en permanence, qui était là, mais pas suffisamment grosse pour que vraiment tu t'en préoccupes. Et je la sens de temps en temps, elle revient. Et je vois, maintenant aujourd'hui, je la reconnais. Je suis là, tu vas pas m'avoir, toi. Donc, on se connaît, toi. J'arrive maintenant à la capter, mais je crois que pendant très longtemps, et notamment après mon divorce, où effectivement, j'avais l'argent de mademoiselle, mais il y avait aussi un tel changement de vie que j'ai dû aussi réapprendre à gérer mon argent tout seul. C'était un dos, je l'avais jamais fait auparavant. Pour les gens qui découvrent Histoire d'argent, j'étais marié, moi, pendant 25 ans avant, donc toute ma vie adulte, on était deux, quoi, et en fait, j'étais pas tout seul. En plus, on avait un compte commun, j'imagine que tu as entendu dans l'épisode. On n'avait qu'un seul compte, un compte commun, etc. Perso. Ouais. Pas de compte perso, parce que, en fait, on n'en avait pas besoin, quoi. On a grandi ensemble. Quand on a ouvert un compte ensemble, quoi. Quand j'y pense aujourd'hui, vraiment, ça me fume. J'ai pu faire ça pendant toutes ces années, c'est très marrant. Mais non, mais moi, je trouve ça... Moi, par contre, je me suis pas indignée en entendant ça. C'est plutôt à quel point t'avais pas non plus un petit jardin secret, quoi. Tu vois, qui pourrait être un truc à toi. Tu vois, un petit jardin. Tu vois, ça n'empêche pas d'avoir tout le reste à côté qui est hyper beau. Et je suis très d'accord avec toi. Il y a plein de choses hyper positives dans toutes les choses qu'on a pu monter avec mon ex-femme. Mais ça veut dire aussi quelque part que j'avais pas d'argent à moi, quoi. Tu vois. Et ça aurait pu être même pas grand-chose, mais juste, tu vois, par exemple, je ne pouvais pas faire un cadeau à ma meuf sans qu'elle le sache. Oui, c'est chiant, effectivement. Voilà. Mais est-ce que ça rejoint pas justement cette image de ton père qui a 600 € de frais de déplacement en plus et qui se dit 600 francs, frérot. Pardon, 600 francs, ouais, pardon. Est-ce que ça rejoint pas donc cette histoire de ton père qui a 600 francs et qui en fait vient tout de suite les distribuer à vous trois Peut-être. Sans même les mettre sur un compte. Enfin, il y a vraiment un truc pour moi de cet ordre-là qui me semble quand même assez sain, sachant que pour connaître un petit peu ton histoire, vous aviez quand même vos jardins, entre guillemets, des jardins secrets avec ta femme. Vous étiez pas non plus tout le temps l'un sur l'autre, etc. Non, c'est juste que ça se situait pas au niveau de l'argent, quoi. Oui, exactement. Ouais. Mais c'était intéressant que ça se situe pas au niveau de l'argent, justement. Il y aurait pu avoir un petit bout de jardin secret au niveau de l'argent aussi, quoi. Ouais. C'est intéressant, hein. Voilà, je sais plus de quoi je parlais, mais je parlais des peurs et de la petite boule au ventre. Et en fait, effectivement... Et du coup, qu'est-ce qui la déclenche, là, cette petite boule au ventre, encore aujourd'hui ? Tu vois, par exemple, aujourd'hui, en début d'année, là, j'ai pas eu du tout de sponsor pendant 3 mois. Et en fait, on pourra peut-être en parler aussi, c'est qu'il y a 2 ans, il m'est arrivé la même chose, mais qui était plutôt subi. Là, je me suis retrouvé dans une posture où j'avais l'impression d'avoir fait le taf, mais la conjoncture était difficile et tout. Et en fait, cette boule au ventre, elle revient. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce truc de « Ah merde, ok, c'est chiant, genre ça fait 20 piges que je fais ce métier, et je me retrouve encore dans des moments où j'ai 0 pendant 3 mois, quoi. » Et 0 pendant 3 mois, c'est long, surtout quand j'avais la sensation de faire le taf à côté, quoi. Y a un peu un truc de relation entre la valeur que je donne et la valeur que je reçois, qui est un peu complexe parfois encore à gérer. Et en revanche, par rapport à la façon dont j'aurais pu le gérer il y a 3 ans, c'était beaucoup plus simple, parce qu'effectivement, la petite boule au ventre, je la laisse pas grossir et je la laisse pas dans son coin maintenant. Aujourd'hui, je la regarde et je lui dis « Frérot, chill, ça va s'ouvrir, quoi ». Ouais, mais donc tu dirais que cette boule au ventre, en fait, elle apparaît dès lors qu'il n'y a pas une rentrée récurrente d'argent tous les mois, c'est ça ? Récurrente, c'est pas le cas, parce qu'en fait, il y a des mois où tu vois, par exemple, comment dire, généralement, les mois d'été, il n'y a pas d'argent, mais ça, si tu veux, je le sais, c'est-à-dire je finis par avoir aussi un historique de savoir à peu près comment fonctionne l'activité, mais là, c'était non seulement 0, mais en plus, aucune ouverture sur quoi que ce soit. Donc, il y avait vraiment aussi un truc un peu particulier, en tout cas un contexte un peu particulier qui l'a fait revenir, ouais.
Ok. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Eh bien, bizarrement, à partir du moment où j'ai décidé de me réouvrir, parce qu'en fait, je crois que petit à petit aussi, cette boule au ventre, ce qu'elle finit par faire, c'est qu'elle finit par me... Bon, après, j'avais d'autres soucis, d'une manière générale, aussi de santé mentale qui venaient s'ajouter à tout ça, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment plein de petits trucs qui venaient se mettre. Mais à partir du moment où je crois que j'ai retrouvé un peu des rails de joie et de kiff et de retrouver, finalement, de me retrouver moi, c'est-à-dire de retrouver un peu le gars joyeux que je pouvais être il y a 6 mois, en fait, ça s'est réouvert. Et bizarrement, l'argent a commencé à tomber. Je sais que pour les gens, parce qu'en fait, c'est le genre de phrase que je crois que je pouvais détester auparavant. Non, mais, tu vois, ta phrase, par exemple, de, ouais, mais moi, si j'ai besoin d'aller chercher 500 000 balles, je vais aller chercher 500 000 balles. Je crois qu'il y a encore 4 ans, j'écoutais ça et j'aurais pu te dire, mais va te faire foutre, toi, t'es qui, là? Tu vois? Donc, je me rends bien compte aujourd'hui que je suis le connard, si vous écoutez ça, qui est en train de sortir cette phrase. Mais, force est de constater que, bordel de merde, ça marche. Et ça veut dire... Oui, la preuve, regarde, je les ai faits, donc... Yes, papa. Je t'avais dit, hein. Bah oui. Bravo, Lulu. Bravo. C'était il y a 8 mois. Hein. Vous pouvez statuer déjà il y a 2 mois. Yes. Non, mais alors... Attends, j'avais une autre question pour aller là-dessus, qui était justement... Quel est selon toi, et c'est marrant que tu sois venu chercher le fait que ça te trigger un peu, ou que ça t'aurait trigger il y a quelques années, mais quel est selon toi le lien entre santé mentale et relation à l'argent ? À quel point c'est relié ? Mais c'est énorme. Et ça aussi, je crois que c'était vraiment, ça fait partie des choses que j'ai découvertes. C'est au-delà de la santé mentale d'une manière générale, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire que globalement, la plupart des gens que je vois dans mon podcast qui n'arrivent pas à se payer, qui ont du mal d'une manière générale avec l'argent, c'est qu'ils ont aussi une estime d'eux-mêmes qui est petite, si tu veux, qui est faible. Et même les gens qui peuvent avoir une grosse confiance, donc là pour le coup, c'est un peu la nuance, la confiance en soi, c'est plutôt ce que tu vas dégager à l'extérieur, l'estime de soi, c'est plutôt la façon dont tu te regardes toi à l'intérieur. Même les gens qui peuvent avoir une grosse confiance en eux, quand tu creuses un petit peu et que tu vois qu'en fait l'estime de soi elle est un peu plus faible, ils ont du mal aussi à aller chercher cet argent-là, à aller monnayer d'une manière générale leurs services, peut-être à aller demander, ne pas avoir peur d'aller demander une augmentation de salaire si tu es salarié. Ça fait partie des choses où je crois moi le premier en fait en venant sur ce que je peux parler de cet épisode dont j'ai pas parlé justement dans le premier podcast. C'est que en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai lancé Histoire d'argent en décembre 2021. En gros j'ai eu l'idée à peu près au printemps 2021. Pendant tout le printemps, pendant tout l'automne, j'ai fait en sorte de chercher des sponsors parce que j'étais convaincu que autour de l'argent ça allait être facile de trouver un sponsor. Et donc j'ai fait un peu le tour des banques, etc. J'ai eu des doses avec différents contacts et je me suis pris que des portes dans la gueule. Et si bien que quand je lance ce podcast en décembre 2021, je le lance sans sponsor. Parce qu'en fait, je me dis, je ne vais pas attendre qu'il y ait un sponsor. J'ai envie de faire ce projet. Peut-être que le fait de le lancer va amener des marques et des sponsors à s'y intéresser. Sauf que ce qui s'est passé entre-temps, c'est que d'avoir pris autant de refus autour d'Histoire d'argent dans la pipe, c'est venu vraiment taper dans l'estime que j'avais de moi-même, que j'avais dans mon propre travail. Parce qu'en plus, on fait un métier, et toi, quand je te dis on, je parle de toi aussi, on fait un métier où on est quelque part aussi en train de se vendre soi. Bien sûr. J'ai tout simplement mis de côté l'argent entre janvier 2022 donc et juin 2022 où je me suis retrouvé et j'étais en train de faire le podcast et j'étais en train de bosser sur mon propre rapport à l'argent en même temps, mais j'ai mis la tête dans le seau. Vraiment, j'ai fait l'autruche de ouf. Je m'en suis pas occupé du tout et je me suis rendu compte en juin que j'étais criblé de peur. Il y a eu une histoire avec mon ex-femme, etc., autour de l'argent, etc. Je voulais faire en sorte, je ne voulais pas m'en mêler. J'avais acheté
ce fabuleux jeu Assassin's Creed sur Xbox, et j'y jouais des heures et des heures. Alors je faisais quand même mes podcasts, tu vois, à côté, mais en revanche, je n'allais pas du tout prospecter, je ne m'occupais pas de l'argent. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'étais vraiment en train de me foutre dans la merde tout seul. Mais tu vivais de quoi à ce moment-là ? Comme je touche mon argent en dividende, en fait, je touche mon argent sur l'année précédente à chaque fois. Donc là, j'étais en train de vivre, en train de payer mes factures grâce à mon travail de l'année précédente. Et globalement, j'avais gardé un petit pécule de Mademoiselle pour me dire, si jamais il y a besoin, au moins je pourrais venir taper dedans, quoi. Donc je payais mes factures grâce à cet argent. Mais ouais, je m'en suis pas occupé du tout. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, non mais frérot, t'es vraiment en train de déconner là maintenant. Donc j'ai mis en place un système. J'ai tout simplement décidé de me sortir les doigts et d'aller chercher de l'argent. Et au final, j'ai fini l'année avec je crois que j'ai fini l'année avec un peu moins de 100 000 euros. Donc la première année, j'avais fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, l'année d'après, donc cette année on va dire à peu près à mi-temps, quoi. J'ai fini quand même l'année avec un peu moins de 100 000 euros, mais je me suis vraiment foutu dans la merde. Et l'année suivante, donc l'année 2023, là, l'année qui vient de s'écouler, avec ce système-là, j'ai quasiment doublé mon chiffre. Donc je suis à, je crois, 170 000 euros. Donc comme quoi c'était possible, quoi, tu vois. Mais ouais, effectivement, entre-temps, je me suis retrouvé à me foutre tout seul dans la merde, blindé de peur. Enfin, c'était vraiment dur. C'était vraiment très, très dur, quoi. Et alors, du coup, aujourd'hui, donc, c'est à quel moment t'es rentré dans la formation de Christian ? Juin 2023. Juin 2023, ok. Donc, maintenant que t'es formé vraiment à cette entre guillemets, technique d'accompagnement, qu'est-ce qui a changé ? Comment ton regard a changé sur tes invités ? Ah bah... je ne les vois plus du tout de la même façon. Et c'est-à-dire que un truc qui me frustre aussi, c'est que je crois que ce que je vais faire là, dans l'année à venir, c'est que je vais réinviter la plupart de mes invités que je trouvais un peu sympas et sur lesquels il y avait des trucs à dire, quoi. Parce que globalement, ça sous-entend aussi que, effectivement, je crois que les premiers épisodes, en tout cas la première année et demie d'épisodes, c'est cool parce que, l'air de rien, il y a plein d'histoires et il y a plein de choses qui ont été racontées. Mais ma posture à moi j'étais juste dans une posture d'intervieweur. Là où aujourd'hui, j'ai une posture qui est à mi-chemin entre l'accompagnement et l'interview. Donc je sais que il y a plein de gens pour le coup pour qui il y a des gens dont ça hérisse le poil, parce que clairement, de ce fait, je viens aussi un petit peu secouer mes invités, mais ils viennent pour ça, hein. Moi, je ne viens faire chier personne, hein. Souvent, je leur demande, et souvent au micro d'ailleurs, ça te dérange pas si je te secoue un peu le cocotier ? Mais surtout, moi, je me suis rendu compte que ça permettait à mes invités de creuser. Ça leur permettait de pouvoir aller chercher beaucoup plus loin, parce que mes questions étaient beaucoup plus finalement fines et que ma perception était un peu plus laser que ce que je pouvais avoir avant, ou quand je réécoute mes premiers épisodes d'Histoire d'argent, j'ai notamment fait un react d'un vieil épisode que j'avais fait, le fameux épisode dont je te parlais tout à l'heure, là, pour essayer de aussi expliquer aux gens les trucs à côté desquels j'étais passé, genre 2 ans plus tard, quoi. Donc ouais, mais ma posture a totalement changé, et j'espère que les gens s'en sont rendus compte. En tout cas, j'ai l'impression. Ah oui, j'allais te demander, est-ce que les gens s'en sont rendus compte ? Bah oui, parce qu'ils m'envoient des messages pour me dire ouais, c'est vraiment, tes questions sont vachement plus pertinentes, ou de plus en plus pertinentes. Mais je sais aussi qu'il y a un truc génial qui se joue, c'est que la plupart des gens qui viennent à mon micro ont souvent écouté le podcast en amont, et donc ont eux-mêmes beaucoup bossé sur leur rapport à l'argent. Donc quand ils viennent aussi pour finalement peut-être valider ou invalider des théories qu'ils peuvent avoir, ou une façon de en tout cas par rapport au travail qu'ils ont pu faire, quoi, de voir où est-ce qu'ils en sont. Donc c'est trop intéressant, et ça amène d'autant plus de valeur dans le podcast, je trouve. C'est sûr. Voilà. Il n'y a pas trop de doute, hein. Et toi, aujourd'hui, justement, t'en es où de ta relation à l'argent ?
Bah écoute, je crois que j'ai compris. Mais quand je dis que j'ai compris, je fais toute la différence entre je sais. Je crois qu'au début d'Histoire d'argent, je crois que je savais comment faire pour ouvrir ma relation à l'argent et pour la détendre. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai compris comment la faire, c'est-à-dire que j'ai vraiment intégré dans le ventre, quoi. Je l'ai intégré dans mes cellules, je l'ai intégré dans qui je suis au quotidien. Je crois qu'avant, c'était que rester dans la tête, c'était dans le mental et c'était nulle part ailleurs, c'était pas redescendu. Et comment ça se matérialise ? Ça se matérialise par beaucoup plus de détente. Ça se matérialise par beaucoup plus de souplesse. Ça se matérialise par aussi une forme de vigilance accrue et par beaucoup plus de conscience de ce qui est en train de se passer. Quand il y a des blocages, quand il y a des frictions, quand il y a des trucs sur lesquels je sens que c'est compliqué, en fait, avant, je le subissais, je le prenais en pleine gueule, ça venait me créer cette fameuse boule au ventre, mais j'avais même pas conscience que j'avais une boule au ventre. Là, aujourd'hui, la boule au ventre, je la vois, où je vois les trucs sur lesquels c'est peut-être complexe pour moi. J'en avais parlé dans un podcast qu'on fait avec Mimi qui s'appelle le Fab et Mimi Show, où je m'étais rendu compte, et ça c'est aussi l'un des trucs que permet la formation de Christian, c'est que l'un des objectifs de cette formation, c'est aussi de traiter soi-même ses propres projections et sa propre relation à l'argent pour éviter après de la balancer sur les gens que tu viens accompagner. Mais par exemple, je me suis rendu compte que systématiquement dans tous mes dates amoureux, je sortais la carte bleue avant même que la discussion puisse avoir lieu, parce que je voulais surtout pas qu'on puisse venir me dire à un moment donné, ok, le gars est radin. Même le penser, tu vois. Ok, le gars est radin. Et tu vois, fondamentalement, ça me créait pas de problème au quotidien. Tu vois, pour le coup, j'avais pas de boule au ventre à cause de ça. C'était pas un souci, quoi. Juste quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, ok, la prochaine fois, tu attends. Fais l'exercice. Tu bosses. Et en fait, le fait de l'avoir testé, de m'être collé aussi face à cette peur et de m'être collé face à toutes les peurs globalement, hein, ça m'a vraiment aidé à, je crois, piger beaucoup plus dans mes cellules et dans mon corps qu'avant. Je crois que c'était intellectuel. Qu'est-ce qui s'est passé quand Qu'est-ce qui s'est passé ce jour où tu as testé le fait de ne pas te jeter sur la carte bancaire pour payer le dîner ? Tu veux nous en parler ? Je trouve ça hyper intéressant. J'ai laissé venir. C'est-à-dire que j'ai ouvert. Je me suis mis en position d'observation. Je me suis mis en position de qu'est-ce qui se joue à la fois entre cette personne et moi, mais aussi entre moi et moi à ce moment-là. Ça doit être dur, hein ? C'était pas facile parce que c'était en vrai c'était un réflexe tellement facilitant pour moi dans la vie, et en plus en y réfléchissant un petit peu, même pas tant, puisque en fait quand tu invites systématiquement les gens et surtout des femmes quand tu es dans des dates amoureux, il peut y avoir aussi ce truc où la personne en face elle peut se dire ok, donc il m'a payé mon verre, mon repas ou je sais pas quoi, qu'est-ce que je dois lui donner en échange, quoi. Et souvent, bon. Ah ouais, tu penses que c'est ça la projection ? Ça joue pas pour plein de femmes, ça se joue comme ça. C'est marrant parce que moi j'ai eu ce réflexe aussi pendant longtemps de payer. La première. Oui, tu ris. Étonnant. Enfoiré. Ah non, mais t'es dans le contrôle. Ça permet de pas te retrouver dans la position à recevoir. Tout à fait. Alors non, je dirais pas que c'est ça. Remarque, peut-être que si. Oh là là, on vient d'inverser les rôles, merde. Non, alors, j'ai fait le taf, attends, parce que je pourrais te raconter aussi comment j'ai laissé payer, du coup. C'est dur. Mais globalement, c'est pire ce que je vais dire, mon Dieu, je sais pas si j'aurais dû me lancer là-dessus. Je pense que si j'y réfléchis bien, la première raison pour laquelle j'ai toujours sorti ma carte bleue en premier, c'était pour éviter le malaise de devoir entendre un mec me dire on partage, chose que j'avais pas envie d'entendre. Oui. Voilà, c'est soit moi je suis du genre soit tu payes soit je paye et puis c'est moi la prochaine fois et puis c'est pas grave parce que
j'ai jamais eu vraiment à compter mes sous. Donc, j'ai cette chance de me dire, si je vais au resto, je m'en fiche, c'est toi, c'est moi qui paye. Néanmoins, la seule fois où je suis allée à un date et que j'avais pas ma carte bleue, le mec a pas voulu payer pour moi. Un verre! Il avait mangé, j'avais bu un verre et il restait 5 €. J'ai dû fouiller le fond de mon sac pour trouver une pièce et tout. Bon, c'est la vie est bien faite. La vie est bien faite. J'avais perdu ma carte bleue et j'avais fait une déclaration de perte dans la journée, tu vois. Donc, la première chose, c'est pour pas être mal à l'aise de devoir payer. La deuxième, ça va rejoindre un truc qu'on s'est dit en privé, toi et moi, aujourd'hui d'ailleurs, qui a pas de rapport. C'était probablement parce que j'avais envie que quelqu'un vienne se battre un peu pour me dire « Attends, mais tu déconnes. Mais non, mais tu peux pas payer. Mais laisse, mais je paye. » Tu vois, ce truc de si tu m'aimes vraiment, viens te battre avec moi avec ta carte bleue. Tu vois, je pense qu'il y avait vraiment, si je m'observe a posteriori, quelque chose de cet ordre-là. Ah, ça sert à ça, hein, le travail sur l'argent, cette honnêteté-là. Donc le jour où je me suis dit « Mais arrête de faire ça. » Par contre, à ce moment-là, j'avais pas du tout d'idée de ce que ça pouvait représenter chez un mec en France, parce que j'ai vécu ça dans d'autres pays et c'est très différent. Au Canada, c'est très différent. Et aux États-Unis aussi. Et en Italie, je pense que c'est encore bien différent aussi. Mais je me suis jamais dit, tiens, voilà le message que je voudrais que ça renvoie. Je me suis toujours dit, je veux pas être mal à l'aise dans cette situation. Ouais. C'est surtout ça qui s'est passé. Mais t'as raison, ça renvoie un message. Et si j'y réfléchis bien, ça renvoie au message qui dit tu m'achèteras pas avec un resto, frérot. Yes, et ben voilà. Si tu veux m'avoir, t'as intérêt de sortir le grand jeu, mon pote. Ouais, écoute, on est en plein dedans. Voilà. Donc, ma question, j'ai fait une petite parenthèse parce que je trouve que c'est marrant aussi de le dédiaboliser dans l'autre sens, vu qu'il n'y a pas que ce sens-là. Hein. Bien sûr. Moi, j'ai des potes qui, au contraire, me disent « Ouais, mais moi, j'en peux plus des meufs qu'il faut sortir. Finalement, un date, ça coûte 200 balles la soirée. J'en ai marre de faire ça et les nanas proposent jamais de partager. » Et je les regarde en leur disant « Tu sors pas avec les bonnes meufs parce que c'est moi qui paye d'habitude, tu vois. » Donc, vraiment, c'est selon les gens et tout le monde a un truc à dire par rapport à ça. Ouais. Donc, ma question, c'est toi... Alors, attends. Moi, la première fois que je suis allée et que je me suis dit « Ok, laisse faire », c'était des secondes interminables. Bien sûr. Je pense que j'étais rouge de honte de laisser cette addition sur la table et de ne pas sortir en tout cas de ne pas la balayer d'un coup de carte bleue. C'est ça en vrai ce que je faisais. Enlève-moi cette histoire d'argent alors que là on est des humains qui parlent d'humanité, tu vois, on est ce truc de dégage-moi l'argent de cette table, ça n'a rien à voir entre nous. Mais le jour où je me suis dit essaye de pas faire ça, oh mon Dieu, ce timing était long. J'avais l'impression que le mec me jugeait. Alors qu'en fait sûrement pas. Qui se disait cette meuf est radine, elle veut pas payer sa part ou elle veut pas payer l'addition, et finalement j'ai laissé la personne payer et je me suis entraînée à le faire de plus en plus et à l'accueillir sans jugement et sans faire de conclusion hâtive là-dessus. Donc ma question c'est comment est-ce que toi ces quelques secondes t'as ressenti ce truc un peu de rougir? Ah oui, tu l'as eu aussi. Oui, parce qu'en fait c'est un moment qui est désagréable et qui est compliqué parce que tu vas à l'encontre à ce moment-là. Moi quand je fais ça, je vais totalement à l'encontre de ce que je fais, de mon fonctionnement depuis des années. Donc et d'une situation, je vais aussi à l'encontre d'une situation qui est simple pour moi. Là, je vais me mettre en danger à ce moment-là. Et même s'il n'y a pas de danger clairement, mais en tout cas, c'est mon cerveau, il est en alerte, quoi. Il est là, putain frérot, pourquoi tu me fais faire ça? Et donc, ce qui se passe, c'est que j'ai attendu. C'est-à-dire que j'ai laissé la femme en face de moi proposer. Et elle a proposé quoi? Elle a proposé de partager. Et j'ai dit, écoute, pas de problème, je partage. Trop bien. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a... En gros, il y a des gens que j'invitais systématiquement, que j'ai arrêté d'inviter systématiquement. Tu sais, dans les amis, tu peux avoir parfois voilà. En tout cas, je ne veux plus que ça soit un truc automatique. Ouais. Et parce que je sais que c'est trop facile pour moi de payer automatiquement. Ce qui m'empêche pas, quand je paye, d'être très heureux de payer et d'avoir un truc très heureux d'offrir ce cadeau-là, d'offrir ce resto, etc. Mais en attendant, je veux plus que ce soit un réflexe. Ouais.
Et ça y est, c'est plus un réflexe ? Ouais, grave, c'est trop bien. C'est parti. Ça y est, maintenant je me fais inviter partout. Je me fais rincer. En plus, mais tu sais, on parlait de recevoir, de difficulté de recevoir. Je crois que ça a aussi avec ça, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'était vachement plus simple de payer que de pouvoir recevoir un cadeau et de pouvoir recevoir quelqu'un qui pouvait m'offrir ce restaurant. Parce que ça veut dire que quand tu donnes pas, il faut que tu sois capable aussi de recevoir. Et j'étais, je crois en plus au début, incapable de recevoir. Donc tout ça, c'est pas que la relation à l'argent, c'est sur plein d'autres choses aussi, sur lesquelles j'ai travaillé, sur ma relation d'une manière générale à recevoir. Donc ça se joue aussi à plein d'aspects. Ça se joue à recevoir des compliments, ça se joue sur les relations sexuelles, ça se joue sur la façon dont tu reçois. Moi aujourd'hui, quand je reçois mes DM, des DM de gens qui me disent merci beaucoup, je sais pertinemment qu'au fond de moi, ce qui se passe, c'est un truc beaucoup plus joyeux et beaucoup plus sympa et beaucoup plus ouvert qu'avant où j'étais là, ok, tu me dis merci, mais en même temps, il y a tel et tel truc qui va pas, quoi, tu vois, et puis je me rends bien compte que tu me dis merci, mais c'est peut-être pour me faire plaisir, quoi. Bon, ok. Non, c'est vachement plus... en tout cas, je sens aujourd'hui qu'il y a un vrai truc plus ouvert chez moi, quoi, par rapport à ça. Canon. On adore. Gros travail. Maintenant, la question que je me pose, c'est quelle tournure, parce que quand même, t'as voulu un truc un peu spécial pour l'épisode 100, ça fait pas longtemps que t'as terminé ta formation d'1 an avec Christian Junod sur la relation à l'argent, je sais que t'as des envies, des projets par rapport à ça, par rapport à ce sujet, et justement... Est-ce que ça va créer un virage pour Histoire d'argent ? Et si oui, lequel ? Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant. Parce qu'en fait, oui, ça a déjà créé un virage. C'est-à-dire que l'un des trucs que je fais aujourd'hui, c'est que j'interviewe tous les 15 jours quelqu'un qui est à son compte. Donc, que ce soit une entrepreneuse, un entrepreneur, quelqu'un qui est en freelance ou quelqu'un qui est en libéral, pour discuter ensemble de leur rapport à l'argent, parce que l'offre de coaching que je m'apprête à lancer bientôt, globalement, elle est destinée aux freelance et à tous les gens qui gagnent leur argent par eux-mêmes, parce que je crois que mon histoire m'a clairement appris plein de choses, et je me suis aussi rendu compte à quel point avoir une relation éclatée au sol à l'argent, comme je pouvais l'avoir auparavant, a flingué. Mais vraiment, quand je dis flinguer, c'est pas... Je pèse mes mots parce que vraiment, c'est... Quand je vois aujourd'hui tout ce que je sais dans ma relation à l'argent, aujourd'hui, à 46 balais, et que je la remets... mademoiselle a bientôt 20 ans en arrière, et d'avoir une relation aussi apaisée quand je crée la boîte ou presque, tu vois, je me dis qu'en fait, pendant 15 ans, j'ai manqué finalement de pouvoir profiter d'une relation plus détendue à l'argent qui m'aurait tout simplement permis de pouvoir plus faire profiter à la fois le système, la boîte, parce qu'en fait, en plus, bien sûr, j'avais un mal fou à vendre correctement les prestations de la boîte, bien sûr. Je payais tout le monde très mal parce qu'en fait, j'avais peur de manquer de ouf. Et en fait, dans ma tête, c'est quand même mieux d'avoir un CDI payé au SMIC que t'auras, mais dont t'auras pour sûr un salaire qui tombe à la fin du mois, plutôt que de te payer 2 ou 3 fois plus et qu'en fait, peut-être il va manquer, quoi. Mais bien sûr, tout le système était sclérosé, et le système était sclérosé à la base parce qu'en fait, moi, j'avais un rapport complètement pété à l'argent. Donc, ça fait aussi partie des choses que j'ai envie peut-être de réparer dans le monde aujourd'hui en allant travailler avec des chefs d'entreprise, parce que je crois que globalement, on gagnerait tous à avoir une relation plus ouverte à l'argent et plus détendue, mais surtout pour tous les gens qui vont chercher leur propre argent, quoi. Parce que, en fait, tu peux pas y échapper quand c'est ton quotidien. Quand c'est ton bise, tu n'as pas d'autre choix que d'aller t'y frotter. Quand t'es entrepreneur ou même haut dirigeant, t'es le moteur de l'entreprise. Et généralement, et tu l'as dit d'ailleurs, dans l'épisode avec Alexandre Dana, t'as dit, tu l'as tellement bien dit, pardon, je vais le paraphraser parce que je me souviens pas exactement, mais t'as dit en gros que toute ta relation d'estime à toi-même était calquée sur ta boîte. Et clairement, en coaching de relation à l'argent,
sur les entrepreneurs, notamment moi quand je coach des gens sur ce sujet, c'est exactement ça. C'est que l'intégralité des problèmes d'estime de soi, des problèmes de relation à l'argent, des loyautés familiales, des choses sur lesquelles on fait pas le taf, pas parce qu'on n'a pas envie. Tu sais, souvent les gens se flagellent en disant ou montrent du doigt en disant ouais mais il a pas fait le taf. Non mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas en fait. Donc, tant que t'as pas rencontré quelqu'un qui va te mettre un peu de lumière là-dessus, on ne sait pas. Mais en fait, vraiment, là où je te rejoins, et c'est ce que je vois le plus en coaching, c'est que ton état interne va complètement refléter sur ta boîte, la façon dont elle est gérée, les gens que tu vas choisir et comment eux-mêmes vont se comporter vis-à-vis de toi. Donc si tu fais pas le taf pour toi, ta boîte, elle risque de pas aller bien non plus. Et là, tu parles d'un sujet même plus général que l'argent. C'est d'une manière générale ton état d'esprit à toi en tant que. Oui, mais alors j'en parle de manière générale parce que justement la relation à l'argent impacte la santé mentale et que la santé mentale impacte ta boîte. Ça pourrait marcher dans ce sens-là. Que la relation à l'argent est une porte vers bien plus grand que la relation à l'argent, puisque finalement aujourd'hui la façon dont tu t'es construit va vraiment définir la façon dont tu t'es construit par rapport à la relation à l'argent de tes parents ou de l'éducation que tu as eue en rapport avec l'argent, va vraiment gérer, est à l'origine de la gestion de tous tes choix de vie, en fait. Même de quel type de partenaire tu vas choisir. Est-ce que tu vas choisir quelqu'un qui paye l'addition, qui demande à partager, ou qui te laisse payer? C'est un vrai truc. Moi, je vais pas citer de nom, j'ai quelqu'un de très proche de moi, on va dire une amie, qui m'a dit il y a pas longtemps, j'ai rencontré un mec génial, on est allé au resto et là il m'a demandé de partager. Alors là, mais plus jamais j'irai le revoir. Elle était en mode, tu sais, I'm shocking. Et j'étais là, c'est pas grave. Et elle, au lieu de lui dire, elle lui a fait savoir par des stories elle a posté en story, elle a reposté un Reels en story d'une nana qui est coach love, tu vois, et qui dit si le mec ne paye pas le resto le premier soir, c'est qu'il sera jamais prêt à s'investir en énergie. S'il est pas prêt à investir un dîner, le prix d'un dîner, il investira jamais en énergie. Ce avec quoi je ne suis pas du tout d'accord. Mais oui, putain, bref, chacun ses croyances. Mais non mais donc les ma coachs pote reposte ça. Bossez aussi votre propre relation à l'argent, les gars. Putain, vraiment. Donc ma pote reposte ça pour que le mec le voit. Le mec le voit et il répond. Il se sent tout de suite concerné et il répond oh oups. Et là elle l'enchaîne. Oups, franchement, j'étais hyper déçue, je m'attendais pas du tout à ça de ta part, j'ai trouvé ça hyper indélicat, blablabla. Et le mec lui répond, écoute, il faut que tu saches que, comme je suis très riche, je ne tombe que sur des michtos qui essayent de m'avoir, et je fais en ce moment un travail sur moi, et donc je propose systématiquement de partager l'addition pendant le date pour être sûr que la fille avec qui je sors ne s'intéresse pas à moi pour mon argent. Amen. Et je lui ai dit, mais attends, mais waouh, le gars, en plus, t'offre la vulnérabilité de t'expliquer qu'il travaille sur lui. Elle fait, no way, c'est mort. Je fais, ok, pas de problème. Next. Ouais, mais, exactement. Et le pire, c'est que le gars, malheureusement pour lui a couru après. Normal. Après ça, ouais. Il lui a couru après en mode non mais attends, mais je vais t'inviter dans tes palaces, t'inquiète pas. Le gars a fait 10 pas en arrière après l'exercice et heureusement elle a dit non, tu vois. Mais il y a quand même ça m'a particulièrement choqué. Ok, tu as dit dans ce précédent podcast où tu as été interviewé, ce que j'apportais à ma boîte ne se transformait pas en argent. Ouais. Dans quel Sous-entendu contexte ? que tu ne te payais pas. Sous-entendu que tu ne te payais pas. Ouais. Tu as dit, ce que j'apportais à ma boîte ne se transformait pas en argent. Et genre, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir cette dualité de bosser dur pour gagner de l'argent versus s'amuser et gagner de l'argent. Est-ce que tu peux me dire où t'en es aujourd'hui par rapport à ça et comment t'en es arrivé à là où t'en es aujourd'hui par rapport à ça ? J'ai déjà bossé sur mes loyautés par rapport à mon père. Donc, c'est-à-dire, globalement, c'est son histoire à lui, c'est sa croyance à lui. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire et cette croyance. Et j'ai le droit, en tant qu'enfant, grands enfants en plus, en tant qu'adulte, de ne pas être loyal à cette croyance. Ça ne veut pas dire que je n'aime plus mon papa ou que je ne suis pas
un fils digne d'être aimé par mon papa. Au contraire, ça fait de moi un être tellement plus libre de pouvoir prendre cette façon qu'il a, lui, de voir la vie et de mettre un peu de recul et de dire, OK, ça, est-ce que j'en ai envie ou pas ? Est-ce que ça me correspond ou pas ? Est-ce que c'est un truc avec lequel je suis OK ou pas ? Et sinon, poubelle. Et en fait, en partant de là, et encore une fois, je dis ça, ça paraît vachement simple, hein, mais ça a pris des mois, ça a nécessité des discussions, ça a nécessité des doses au sein de la famille qui n'étaient pas forcément très simples, et un travail entre moi et moi qui était aussi, mais qui a été facilité aussi par peut-être la thérapie, un travail thérapeutique plus profond d'une manière générale. Ça m'a permis tout simplement de pouvoir me dire, toute cette histoire-là, j'étais tout simplement en train d'être loyal à mon père. Et d'être déloyal ne veut pas dire d'être un mauvais fils. Et donc aujourd'hui, tu penses que tu as vraiment dissocié ces choses-là et tu arrives à prendre du plaisir et faire de l'argent avec ? Ah oui. Ah. Mais de façon... Tu vois, j'ai même pas besoin d'y réfléchir une seule seconde. C'est-à-dire que c'est évident. C'est-à-dire que ce job, cette boîte que j'ai montée, cette offre de coaching que je suis en train de lancer, mais c'est pareil, en fait, ça va être un kiff. Ça va être un kiff de l'espace. Tout est un kiff. Et je veux vraiment que ça soit chouette. Et en même temps, je me rends compte que je suis pas obligé de bosser comme un damné. Et en plus, je peux gagner de l'argent avec. Incroyable. J'aime beaucoup cette réponse parce que elle offre l'espoir aux gens qui ont l'impression que c'est une situation inextricable, que en fait, c'est possible de changer ça. C'est un bel avant-après. Merci beaucoup pour ce partage. C'est avec très plaisir, Ludivine. Merci beaucoup de m'avoir amené à en partager, justement. Attends, j'ai encore quelques questions sympas. Dans le coaching de relation à l'argent, il y a quelque chose qui est un peu, selon moi, qui est un peu difficile, c'est celui de poser des questions qui font peur. Tu vois venir ? Non. Ah. Et du coup, toi, dans quelle mesure tu te sens à l'aise de poser ces questions qui font peur aux gens ? Quoi ? Pourquoi tu deviens tout rouge ? Ah non, je ne deviens pas tout rouge, ça me fait marrer parce qu'en fait, c'est un truc que je fais depuis des années. Par l'exercice de l'interview. J'ai appris au fil du temps que poser des questions, c'est chouette, mais que poser les questions qui me font peur, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai plus aucun problème. C'est-à-dire que les premières fois, je posais des questions. Est-ce que ça m'arrive encore de temps en temps ? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que ça m'arrive encore de temps en temps ? Mais franchement, c'est super rare. Mais les premières fois, je sentais le sol qui s'ouvrait sous mes pieds, vraiment. J'étais là, oh putain, je vais dégringoler. Aujourd'hui, c'est vachement plus fluide pour moi. Et j'ai aucun problème parce que les questions qui me font peur sont souvent les bonnes questions. Voilà. Donc, il faut aller chercher les questions qui font peur. Bon, Fab, ça fait 100 épisodes. J'ai envie de te chanter une chanson. Oh! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, histoire d'argent. Ouais. Joyeux anniversaire. J'ai oublié, j'aurais dû prendre un gâteau avec une bougie. Je suis nulle. Je n'ai pas préparé ça. Bravo. Je fais la chanson. Bravo Lulu. Vous aurez compris que Ludivine est chanteuse ou là. Pas du tout. Ouais. Fuck you. Non, je suis chanteuse. Ouais. En tout cas, je t'ai pas dit, je suis chanteuse. Ouais. Vous avez entendu les petits trémolos peut-être Attends, t'as vu ma vibe à la Mariah Carey ? Ouais. Justement, 100 épisodes, c'est pas rien. C'est quoi, si tu faisais le bilan en quelques mots de ces 100 épisodes, ce serait quoi ? Déjà, est-ce que c'est ces épisodes qui t'ont amené à devenir spécialiste de la relation à l'argent ? Est-ce que c'est... Okay. Bien sûr. En fait, je me suis rendu compte à quel point l'argent était un sujet incroyable. Et souvent, quand je parle aux gens et que je leur dis que j'ai un podcast sur l'argent, il y a deux solutions. Soit les gens voient tout de suite qu'en fait, on parle de psychologie, ils disent « Ah ouais, trop bien ». Soit les gens se disent « Ok, il a monté un énième podcast sur les investissements et les machins ».
Et en gros, ah ouais, donc en fait, t'es un mec vénal, quoi. Je fais, ah ouais, c'est intéressant que tu le vois comme ça. Mais... Bien travaillé. Oui. Mais ouais, je crois. En fait, pour moi, c'est surtout ça. C'est qu'en fait, vraiment, je le disais tout à l'heure, mais ça a ouvert des portes en moi que j'imaginais pas du tout possible même d'ouvrir. Je me suis rendu compte à quel point l'argent était, on s'en doute, mais en fait partout. L'argent est partout. En fait, je me suis dit, est-ce qu'il y a autre chose dans cette société qu'on retrouve à ce point dans toutes nos relations ? Je crois pas. J'ai cherché, franchement, je crois pas. La communication, ok, parce qu'on n'a pas d'autre choix, quoi. Mais sinon, j'ai pas trouvé. Et donc, c'est partout. Donc, c'est partout, tout le temps, en permanence, dans toutes nos relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, amoureuses, de couple, avec nos enfants, avec notre famille, avec, d'une manière générale, les gens, même l'extérieur, avec des SDF qu'on va croiser dans la rue, avec qui on a une relation à l'argent à un moment donné. Et je n'imaginais pas à quel point c'était riche et à quel point il y avait tellement de choses derrière. Une fois qu'on soulève le truc de « Ok, bon, en fait, c'est juste un truc qui permet de payer. » Putain, mais... Et ça, dans ma conception que j'ai... en tout cas, globalement, dans la mission que j'ai envie d'avoir après Mademoiselle, tu vois, qui est de créer du lien entre les gens et de faire parler de l'intime, franchement, c'est une pépite. C'est trop bien, quoi. Je crois qu'il y a quoi d'autre après ? Il y a le sexe et il y a la mort, quoi, tu vois. Mais même pas, parce qu'en fait, t'as pas, a priori, pas de relation sexuelle avec, par exemple, tes employés ou ton patron. Pas de relation sexuelle avec les SDF dans la rue, quoi. Tu vois, non mais... Super exemple. Oui, mais ouais, globalement... Ouais. C'est vraiment le tabou ultime pour moi, quoi. Donc, c'est d'autant plus passionnant, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais des mois qui ont précédé le lancement du podcast où tu es allé chercher des sponsors, des refus successifs que tu as essuyés et de la baisse d'estime de toi que ça a généré. Du coup, à la lumière de ces 100 épisodes, qu'est-ce que tu voudrais dire à ce Fab Flo-là ? Celui qui s'est vu... fermer les portes au nez à chaque fois qu'il a demandé un sponsor pour ce podcast sur l'argent. Celui qui a du coup mis un mouchoir dessus pendant les mois qui ont suivi et qui a travaillé sans se payer encore. Encore une fois. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ce Fab-là ? Ben écoute, ça m'a rappelé... C'est très intéressant ta question parce que ça m'a rappelé quand j'ai lancé Mademoiselle. En 2005, lancer un média web féminin, alors qui se disait pas encore féministe, mais en tout cas dont l'intention était féministe, parce que clairement il y avait une idée progressiste derrière de parler de tas de sujets dont on parlait pas. Je crois que dans les premiers mois de Mademoiselle, on avait fait un article sur les poils, on avait fait un article sur le liquide bleu des règles dans les pubs, et on avait fait un article sur, je sais plus quel autre article sur le rapport au sexe, quoi. Et en fait, il n'y avait pas grand monde qui y croyait à l'époque. Et je crois que, tu vois, le truc que j'ai oublié pendant cette période-là qui a été dure pour moi au début du lancement d'Histoire d'Argent, c'était que il n'y avait pas grand monde qui y croyait. Et que bizarrement, après, il y avait plein de gens qui me disaient « Putain, mais c'est incroyable ton projet ». Et je leur disais pas, mais juste moi, dans ma tête, il y avait t'étais pas là au début, quoi. Et en fait, je crois que c'est ça. Et c'est ça qu'il faut pas que dont j'oublie de me souvenir, en fait. C'est que parfois, je peux avoir des idées qui peuvent paraître saugrenues et cheloues pour le reste du monde, mais qu'en attendant, sans doute, peut-être qu'à la fin, je finirai par avoir un peu plus de followers sur le sujet qu'au début, quoi. Peut-être ? Non, sûrement. Sûrement, si tu dis, alors je te crois. Sûrement, je vais le noter ici, d'ailleurs. Sûrement. Fab Flo, Lulu. Ça fait une bonne heure qu'on discute. Oui. Peut-être que ça va toucher à sa fin, ce petit podcast. Tout à fait. Mais j'ai une dernière question. Ok. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée ? Quand est-ce que tu la lances, cette offre de coaching, alors ? Ah, merci. Alors, quand est-ce que tu la lances, cette offre de coaching, alors ?
Eh bien, écoute, je vais la lancer sans aucun doute vraiment dans les semaines à venir. C'est-à-dire que, et quand je dis les semaines à venir, c'est pas pour rigoler. J'attends. En fait, en vrai, je voulais le lancer début juin. Je me suis rendu compte qu'avec tous les ponts et tout, c'est vraiment le pire moment. Donc, les bridges. L'objectif, c'est vraiment de le lancer soit toute fin mai, soit début juin. Et vous en entendrez parler dans ce podcast, quoi qu'il arrive. Parce que je vais en parler. Et ben, c'est trop chouette. Et je sais que tu seras un très bon coach. Merci Lulu. Je suis validé par Lulu. Je suis fière de toi. Je suis fière de ton réussissement, mon fillot. Et c'est toi la petite jeune, calme-toi. C'est vrai. C'est pas faux, pour une fois. Écoute, en tout cas, je voulais te remercier pour... Mais... Cette mouche. Elle est encore là, cette mouche. Je voulais te remercier pour ta confiance. Merci de m'avoir choisi pour t'interviewer, toi, pour ce 100e épisode. Je suis très flattée. C'est pas rien, dis donc. Oh, je suis très contente. Merci d'avoir joué le jeu. J'espère que j'ai pas été trop mauvaise. Tes auditeurs nous le diront. J'ai pas trop écouté justement ce que tu faisais déjà pour pas faire pareil. Et je suis restée assez sobre, mais j'avais surtout envie que tu nous partages tes impressions sur ces 100 épisodes et ton évolution et puis jusqu'où ça va et jusqu'où ça ira encore après. Il va y avoir d'autres épisodes, j'espère, du coup. Oui, non, j'arrête là. Ah. Il n'y a pas de... C'est la fin. Il n'y a pas de grande nouvelle. And now, the end is near. Au fait, on a oublié de vous dire, c'est fini. Histoire d'argent, c'était le dernier. Clap de fin. Ouais, bien sûr qu'il va y avoir d'autres épisodes. Des milliers. Pas plus tard que très bientôt. Voilà. Ok. Abonnez-vous. Champ Max pour plus d'astuces. Merci Lulu. Eh ben, merci mon Fab. À bientôt. Longue vie à ton coaching et longue vie à Histoire d'argent. Merci bien. Gros bisous. Ça me touche.